Je vais vous lire mon texte, peut-être normalement 20 minutes. Rendre compte en 20 minutes de l'influence considérable et controversée de l'École des Beaux-Arts sur l'enseignement de l'architecture aux États-Unis est une gageure. En effet, la pédagogie française, qui privilégie l'art sur la technique, remplit dans ce pays un vide et y est généralement préférée à celle des écoles polytechniques allemandes dont nous venons de parler. Ma démarche s'apparente à celle du livre que je rédige avec Marie-Laure Cronier-Lecomte, où nous étudions la scolarité parisienne de plus de 500 architectes ayant exercé aux États-Unis. Déterminer le rôle de personnalités marquantes, en particulier des Français partant enseigner aux États-Unis, prendra donc le dessus sur une analyse institutionnelle. Cette approche est légitime, car l'histoire de l'enseignement beaux-arts aux États-Unis s'aligne sur celle du courant migratoire des Américains vers la rue Bonaparte, que vous voyez ici. C'est en 1856 que Richard Morris Hunt, premier citoyen américain officiellement admis dans la section d'architecture, ouvre un atelier à la parisienne dans son agence de New York. En 1868, l'ouverture officielle du programme créé au Massachusetts Institute of Technology de Boston par William Robert Ware, qui est un ancien élève de Hunt, cette ouverture correspond à une première pointe d'admission que j'ai mis en rouge. 1893, aussi en rouge, année de l'exposition de Chicago, est aussi celle où les anciens Américains décident de former un groupe de pression professionnel et pédagogique. En 1903, encore en rouge, qui est le pic d'affluence américaine, comme vous le voyez, le Lyonnais Paul Cret commence sa longue carrière à l'Université de Pennsylvanie. En 1916, la création du Beaux-Arts Institute of Design est en partie motivée par la fermeture de l'école. Enfin, la déferlante du Bauhaus à la fin des années 30 aux États-Unis coïncide avec le tarissement de notre courant migratoire. Cette diapositive illustre deux enjeux majeurs liés à l'adoption d'une filière universitaire pour enseigner l'architecture. Donc vous voyez, École des Beaux-Arts en pointillé, puisqu'il n'y a pas de temps limite à part les 30 ans pour faire ces études, études américaines, plusieurs schémas d'études américaines de l'autre côté. Donc, problème, comment adapter le cursus parisien à la fois structuré et souple aux échelons préexistants de bachelor en 4 ans et de masters, et aussi comment concilier l'acquisition de connaissances générales avec l'apprentissage du métier d'architecte. Autre problème, l'ingérence de la hiérarchie universitaire et celle des bailleurs de fonds publics ou privés sont aux antipodes de la quasi-autonomie institutionnelle de l'École des Beaux-Arts. Quand j'ai entendu Daniel Lecoué-Dick, je pense qu'il faudrait se pencher sur les questions politiques qui sont quand même moins importantes ou moins évidentes aux États-Unis. Mis à part une obscure et éphémère tentative à Philadelphie, MIT ouvre donc la première école d'architecture américaine, suivie de près par l'Université de l'Illinois et Cornell. William Robert Ware se rend vite compte qu'il doit recruter en France l'enseignant chargé du projet en dernière année, qui incitera les meilleurs étudiants à compléter leur cursus de 4 ans. Le recrutement d'élèves français, que vous voyez ici, d'élèves français prêts à s'expatrier pour un bon salaire, s'opère par l'intermédiaire de leurs camarades américains présents à l'école. Très intéressant processus de recrutement. Une bonne connaissance de l'anglais n'est pas exigée. De l'étang, que vous voyez en haut, à Carlu, la qualité du cursus scolaire des recrues françaises va grandissante au diapason du prestige de MIT. Les diplômés de MIT sont relativement peu nombreux, mais exercent une influence considérable sur la pratique et l'enseignement de l'architecture aux États-Unis, qu'ils parachèvent ou non leurs études à Paris. Ce document, que j'ai pris dans une thèse, démontrant la manière dont Ware et Létang paraphrasent les programmes de concours parisiens,
met en lumière un enjeu crucial et souvent débattu. Les sujets donnés à Paris ont-ils une portée universelle en tant que purs exercices de composition? Ou doit-on les adapter, voire les abandonner au profit de projets plus contemporains et américains? Nouvellement créé, MIT colle aux réalités de la vie américaine en admettant, contrairement aux vénérables universités de la Ivy League comme Yale ou Harvard, des jeunes filles talentueuses. La seconde de ces diplômées débute sa carrière chez Frank Lloyd Wright, pour lequel elle réalise des magnifiques aquarelles, comme celle du Unity Temple que vous voyez ici. C'est une petite ironie de l'histoire, car ces rendus, bien entendu, ont contribué à l'avènement et à la popularisation du mouvement moderne. Bien entendu, l'économie capitaliste et le matérialisme ambiant infléchissent l'adaptation du modèle pédagogique français. À la vétusté des ateliers, dont nous avons beaucoup parlé, l'Amérique moderne préfère des équipements flambant neufs, modifiant ainsi, je pense, l'ambiance et la teneur des études. La richesse de la bibliothèque, l'abondance de plaques de verre projetées lors de cours obligatoires, l'attribution de bourses de voyage sont autant de palliatifs à l'éloignement des sources d'inspiration européennes. Lorsque se crée un nouveau programme d'architecture, il n'est pas rare que son directeur se voit confier les fonctions d'architecte du campus. Ainsi, le travail de Howard, Hornbostel, Murphy et Gould à l'école des beaux-arts que vous voyez en haut se prolonge non seulement dans leur enseignement, mais dans leurs magnifiques édifices que vous voyez en bas. Mais revenons au recrutement des French Critics. C'est pour concurrencer MIT et devenir l'école la plus réputée aux États-Unis que l'Université de Pennsylvanie embauche Paul Cray, dont vous avez vu des dessins, avant même son diplôme, jugé toutefois obligatoire pour l'obtention du poste. La réaction mitigée de son patron, Jean-Louis Pascal, est symptomatique de la manière dont les rapports de force entre l'école parisienne et ses pupilles américaines évoluent en faveur des secondes. Cray devient rapidement le pédagogue le plus admiré des États-Unis. Il attire des étudiants asiatiques qui préfèrent donc la filière beaux-arts américaine à la française, et il forme notamment l'architecte Louis Kahn. Le prestige de Cray incite d'autres écoles à recruter de jeunes Français selon leur succès scolaire. Cette immigration se tarit avec l'appel au front en 1914, mais reprend après la guerre. Parmi les passages éclairs, mentionnons celui de Georges Dingler, que j'ai mentionné ici, car je l'ai connu moi-même quand j'étais étudiante à UP4. On l'appelait le petit père Dingler. Puisqu'on n'était pas dans son atelier, on n'était pas très respectueux. Parmi ces professeurs français, un des plus dignes d'intérêt est Léon Arnal, un Marseillais, qui monta à Paris grâce à une bourse de son département. Constitué à partir de ses archives à l'Université du Minnesota, je vous montre donc une diapositive qui retrace une carrière peu connue, mais bien représentative du rôle des Français dans les écoles américaines. Et vous avez vu, il a même un diplôme de l'Association provinciale des architectes français. En 1920, donc, l'Université du Minnesota confie à Arnal une somme tout à fait coquette pour acquérir des dessins d'élèves français, dont MIT possède déjà une très belle collection. L'ampleur et les enjeux à la fois pédagogiques et mercantiles de tels achats mériteraient d'être étudiés à une échelle internationale. Vous voyez le fameux chapiteau du temple de Mars Vengeur, qui est devenu absolument emblématique aux États-Unis, et qui est reconnu. Et alors Rouspitz n'est pas cher par rapport à Despouilly qui coûte la somme de 4000 francs. Hein? Donc Jean Labattu, le dernier de ces French Critics, n'en est pas le moindre. Sa carrière placée sous le signe d'un humanisme qu'il hérite à la fois de son patron Victor Laloux et de Jacques Maritain donne raison à la citation dans l'encadré qui est très intéressante. Que de distance parcourue entre le jeune homme de Marthe Tolosane, issu d'une famille modeste, dont j'ai trouvé cette photographie, semble-t-il inédite, dans ses archives personnelles, on a l'impression qu'il a 18 ans, et l'enseignant, chercheur, historien,
qui élargit l'horizon intellectuel de Charles Moore, Robert Venturi et de centaines d'architectes de talent. Francisé au moment où il se dissocie de l'école d'ingénieurs, le programme de Cornell, dont l'isolement géographique est un obstacle pour attirer et retenir de bons professeurs, recrute des anciens élèves américains. John Van Pelt, un des 3 premiers DPLG d'outre-Atlantique, en 1895, est un véritable athlète des concours d'école et rédige un manuel de composition architecturale accompagné de plusieurs illustrations de Grand Prix de Rome, alors qu'il est toujours immatriculé à l'école. Avec son assentiment, ses élèves contractent ce que Julien Guadet nomme, et je cite, la maladie du grand, ou plutôt du démesuré. C'est assez étonnant de voir ces correspondances. Berkeley, première école de la côte ouest, est une pépinière beaux-arts d'une bien autre nature. Dirigée de 1903 à 1947 par John Galen Howard, puis par son successeur désigné, Warren Perry. Un superbe livre sur l'histoire de cette école dresse un portrait bienveillant de Howard, classiciste convaincu et pater familias d'une petite troupe de jeunes gens un peu bohèmes. Howard n'hésite pas à faire venir leur tablier de travail de Paris et les encourage à consulter les ouvrages français qu'il a fait acheter pour la bibliothèque. On appelle ça le bookining. Sa méthode de correction verbale et non directive est également héritée des patrons d'ateliers parisiens. Vernon de Mars, dont vous voyez le projet de base aéronautique ici, deviendra un moderniste convaincu, tout en admettant que ses études l'ont poussé à voir grand. Des frais d'études importants et des horaires à plein temps mettent les écoles hors de portée des dessinateurs d'agence. 2 chiffres suffisent pour comprendre ce déséquilibre. En 1898, on comptait 362 étudiants à plein temps dans des écoles américaines pour un total de 10 000 personnes se dénommant architectes. Ainsi se crée à travers l'Amérique un réseau d'ateliers, structures souples dirigées le plus souvent par un ancien des beaux-arts, avec même massiers et sous-massiers, comme à Paris. À partir de New York, les anciens élèves de l'école forment un lobby, dont les principaux chevaux de bataille sont la mise en concours des édifices publics et la centralisation de l'enseignement selon le modèle parisien. La Society of Beaux-Arts Architects organise gratuitement une série de concours ouverts aux programmes universitaires et aux ateliers indépendants. Contrecarrant le nouveau Rome Prize, la SBA, la Society of Beaux-Arts Architects, convainc des millionnaires tels qu'Andrew Carnegie et Pierpont Morgan de financer un Peris Prize et elle arrache aux instances de l'école la permission d'un passage direct en première classe pour ses lauréats, qui ne peuvent toutefois présenter le diplôme. Le Beaux-Arts Bowl, grand événement mondain new-yorkais, devient l'un de ses principales sources de revenus. Comme vous le voyez, la SBA, puis après le Beaux-Arts Institute of Design, en voulant créer parmi des écoles aux effectifs de plus en plus importants un climat d'émulation proche de celui des ateliers parisiens, ces institutions calquent leur pédagogie et leur système de récompense sur le cursus français. Les ambitions de faire juger tout dessin à New York, comme les écoles provinciales à Paris, et de ne laisser aux écoles que la gestion des matières annexes, ne fait qu'attiser le débat sur la validité du système français outre-Atlantique. Les concours de la SBA et du Beaux-Arts Institute of Design se conforment aux rituels ancestraux de l'école, le service des postes se substituant toutefois à la charrette à bras du quartier latin, mais même système en fait que pour les écoles provinciales. Donc vous voyez ce système que vous connaissez maintenant, avec peut-être une différence, les commentaires du jury sont souvent publiés, donc on a un petit peu plus de transparence, peut-être pas beaucoup. Et je vous montre, malheureusement c'est mal imprimé, mais ce livre a une grande importance, écrit par John Harbison, qui est un ancien élève de Cray qui n'a jamais étudié à Paris, qui est un véritable mode d'emploi pour les concours. Les articles sont rassemblés, qui ont été publiés dans Pencil Points, ont été rassemblés et forment un manuel de référence qui est la contrepartie américaine des ouvrages de Guadet et de Grosmort. Comme en France, le modèle Beaux-Arts n'évolue pas ou peu et devient obsolète.
En particulier, le concours sur éléments analytiques se transforme en futile exercice graphique. Marie-Laure vous a déjà montré un, mais je crois que quand même l'analytique avait une raison d'être quand on s'utilisait vraiment le vocabulaire classique. Après, vraiment, on a l'impression de choses beaucoup plus faciles. Donc, toutefois, le Beaux-Arts Institute and Design conserve une emprise importante et si le projet se sclérose, il en conserve un certain charme aux mains des rendeurs les plus habiles, qui sont d'ailleurs appelés à de très belles carrières chez Walt Disney d'un côté, mais vous connaissez probablement cet architecte, c'est lui qui a fait les fameuses tours du World Trade Center, Yamazaki. Ces photos viennent d'ailleurs d'un site internet. L'école d'architecture de l'Université de Washington a mis tous ces beaux dessins en ligne. Donc, il y a des efforts faits pour remettre tous ces dessins, à nouveau à la disposition des chercheurs. Dernière diapositive, de la fin des années 30 au début des années 70, plusieurs lauréats du Peace Prize, tels que Lawrence Anderson, reprennent avec succès les rênes d'écoles prestigieuses ou en créent de nouvelles. À long terme, leur influence me semble aussi significative que celle des modernistes européens comme Walter Gropius, Smith Mandero, qui sont allés aux États-Unis. Et dans ma propre école, ce que nous appelons avec fierté studio culture, la culture de l'atelier, pour nous distinguer du reste de notre université, est en grande partie hérité du modèle de l'atelier parisien. Je vous remercie.